Il y a tellement de parents qui se retrouvent tout seuls à vivre ça que non, en fait, ne reste pas seul. S'il te plaît, ne reste pas seul. Très vite, j'ai senti effectivement que, voilà, il rentrait pas forcément dans les cases. Parfois, il y a de la frustration de se dire, punaise, l'avenir de mon enfant ne dépend que des délais de rendez-vous chez les professionnels. Oui, on va s'occuper de ton enfant, mais oui, il faut s'occuper de toi aussi parce que toi, t'es pas seul en fait. Mais du coup, on est toujours obligé d'être dans la justification. Lui, il s'énerve, toi, tu t'énerves. Au final, tout le monde s'énerve. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Rien du tout. Il y a plein d'outils, plein d'éléments. Mais tout ça, en fait, si on vous le dit pas, vous pouvez pas le savoir. Comment je peux aider mon enfant au quotidien et comment je peux récupérer une harmonie dans ma famille. Bienvenue dans Wonder Parents, le podcast pour les parents d'enfants hors des cases qui refusent de subir leur quotidien et choisissent d'avoir une parentalité plus alignée, même quand la réalité est un peu différente. Je suis Noémie Vermouth, thérapeute en réflexe archaïque et en guidance parentale. Aujourd'hui, je vais te partager mon histoire, celle qui m'a menée ici à créer Wonder Parents et pourquoi je suis absolument convaincue qu'aucun parent ne devrait vivre ça tout seul. Alors en fait, avant d'être maman, j'avais des idées vraiment bien arrêtées sur la parentalité que je voulais. Oui, effectivement, je voulais une parentalité plutôt dans l'éducation bienveillante. Mais en même temps, je me disais, oui, en fait, ça va être mon enfant qui va s'adapter à mon mode de vie, à ma manière de fonctionner, à comment je veux vivre, à ce que je veux faire, à mes projets. Et surtout, je me disais toujours que mon enfant, il ferait pas de caprice de toute façon, et que j'accepterais pas ça, quoi. Sauf que en fait, la réalité, m'a rattrapée largement. Pourquoi? Parce que quand j'ai eu mon premier fils, mon premier enfant, très vite j'ai senti effectivement que, voilà, il rentrait pas forcément dans les cases. Déjà au niveau de la crèche, hem, ben l'éducatrice me disait: «Bah oui, il parle, toujours pas forcément très bien, au niveau du développement, il se développe, mais il prend son temps, il a un petit peu du retard, il fait pas forcément du rampé correctement ou il se retourne pas». OK, très bien, donc j'étais plutôt attentive, je surveillais, je me questionnais aussi parce que je percevais des choses qui pour moi me paraissaient pas forcément très normal entre guillemets, même si j'aime pas dire ça. Mais je voyais que du coup, il pouvait aussi devenir, d'un coup, très explosif, qu'on pouvait faire face à des crises, émotionnelles qui étaient pas forcément, faciles à vivre et dont je me suis retrouvée très vite, démunie parce que, j'avais pas forcément, les informations, ou ce que je trouvais au niveau des informations, des méthodes à mettre en place, en fait, c'était pas du tout à ma réalité et ça fonctionnait pas du tout. Donc du coup, j'étais franchement, démunie et j'ai commencé du coup à en parler à des professionnels autour de moi, à leur dire: «Ben oui, voilà, par exemple une orthophoniste». Je lui ai dit: «Bah voilà, je me pose un peu des questions par rapport à mon fils, au niveau du langage». On m'a dit: «Ouais, laissez-le rentrer tranquillement à la maternelle, ça va venir, laissez-le rentrer». OK, très bien. J'en ai parlé à notre pédiatre, même, discours: «Oui, il prend son temps, vous inquiétez pas, OK, très bien». Sauf qu'en fait, moi je voyais, je percevais déjà des petites choses assez fines, difficilement à expliquer, que je percevais qui moi me tiquaient un petit peu ou OK, bon, oui, j'ai un enfant très énergique, très dynamique, alors forcément, quand on grandit dans un schéma standard, en plus, avec des parents peut-être d'une autre génération où on se dit: «Bah oui, il faut, peut-être, punir, faut peut-être être un peu plus strict».
OK, très bien, on a essayé, sauf qu'en fait, ça ne marchait pas du tout, en fait. Au contraire, ça augmentait encore plus les crises qu'on pouvait avoir, quand ça arrivait, du coup, à la maison. Sauf que, ben, du coup, on se rend bien compte que notre enfant, il est différent, mais on n'a pas forcément, les codes, on n'a pas forcément les explications et on ne sait pas déjà vers qui se tourner. Est-ce qu'on doit se tourner vers quelqu'un, vers un professionnel? Vers qui? Vers quoi? À quel âge aussi? Parce que c'est pareil, on se dit: «Oui, mais bon, vers 3 ans, c'est peut-être trop tôt», on se pose plein de questions, en fait. On a énormément de questions et peu de réponses, voire pas du tout. Moi, je me suis retrouvée vraiment dans ce schéma-là et avec mon mari, ben, c'est pareil, voilà, on était là tous les 2 et on n'avait pas d'outils, on savait pas quoi faire. Alors on a testé, c'est sûr. On a été plus ferme, plus strict. Ça n'a franchement pas fonctionné, au contraire, et ça a même été contre-productif. On s'en est rendu compte très vite, donc du coup, ben, forcément, on a arrêté parce que ça ne marchait pas, hein, clairement. Et puis surtout que c'était pas du tout la parentalité que moi j'avais envisagée par rapport à mon fils, en fait. Moi, j'ai pas envie d'être en conflit permanent avec lui. J'ai envie de profiter de lui, j'ai envie qu'on passe de bons moments ensemble en famille. Et pour moi, c'était insupportable, en fait. Sauf que, ben, effectivement, un jour, quand j'étais vraiment au fond du trou, j'en discute avec une amie, et là, elle me dit: «Mais tu peut-être essayé de voir au niveau des réflexes archaïques?» Et là, je me dis: «Mais de quoi elle me parle?» Alors comment ça se traduisait, chez nous ou dans notre quotidien? Ben, c'est simple en fait, hein, par exemple, ben, le matin quand je l'emmenais à l'école, maternelle où on devait, tous les parents devaient attendre devant la porte d'entrée, avec leurs enfants, donc tous, attendaient bien sagement avec les parents et le seul, ben, du coup qui sautait dans tous les sens, qui gigotait, ben, c'était le mien. Donc, alors oui, forcément, je l'autorisais, je lui disais: «Ben oui, tu peux aller sur le toboggan, tu peux aller courir». Donc il allait courir autour du toboggan, il grimpait dessus, même quand c'était mouillé à cause de la pluie. Donc oui, il rentrait en classe déjà parfois avec le pantalon sale ou le pantalon mouillé, mais je savais pourquoi je faisais ça, parce que je voyais que ça lui faisait du bien. Pourquoi ça lui faisait du bien? Parce qu'il avait besoin de bouger. Et le fait de lui dire: «Mais arrête de bouger», en fait, c'était contre-productif parce que plus je lui disais d'arrêter de bouger, plus en fait, il s'agitait encore plus. Donc du coup, ben, forcément, au bout d'un moment, lui il s'énerve, toi tu t'énerves, bah, au final tout le monde s'énerve. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Rien du tout. Une journée qui démarre déjà dans le conflit. Donc du coup, ben oui, je le laissais courir et alors là, du coup, je sentais le regard, réprobateur des parents autour de moi qui, j'entendais en fait leur jugement dans la tête en me regardant: «Non mais regarde cette maman, elle sait pas tenir son enfant, il se roule par terre, elle lui dit rien, il saute dans tous les sens, il est ingérable». En fait, c'est insupportable et c'est pas acceptable, en fait. Sauf que du coup, ben, moi, je savais que mon enfant, était différent, était hors des cases, même si à ce moment-là, nous n'avons pas encore eu de diagnostic. Ça viendra plus tard et bien plus tard, au final. Mais je voyais, en fait, très bien que le fait qu'il bouge comme ça, de pas l'empêcher de bouger, ben, c'était vraiment profitable pour lui, pour qu'il puisse vraiment commencer, sa journée, rentrer en classe dans de meilleures conditions, parce qu'il avait pas eu besoin de se contenir, en fait, tout simplement. Donc oui, le poids de la société, ben oui, on l'a quand on a un enfant qui ne rentre pas dans les cases, parce qu'on a un enfant trop de bruyant, parce qu'on a un enfant qui bouge trop, parce qu'on a un enfant qui explose, parce que ses émotions, ben, elles sont trop fortes pour lui et qu'il sait pas comment les faire et pour, les extérioriser et que nous, on ne sait pas comment faire pour l'aider par rapport à ça. Et oui, il y a un poids de la société, il y a un poids de l'entourage parce que, ben, oui,
On a aussi entendu que, ben, oui, on avait un enfant tyran, qu'on avait un enfant qui nous manipulait, alors que, ben, non, en fait, quand il était en crise, c'est parce qu'il était pas bien, tout simplement. Parce que peut-être trop de bruit, trop de monde, trop de stimulation, trop d'excitation aussi, hein, mais et qui, du coup, il arrivait pas à gérer tout ça. Donc, ouais, le poids de la société, quand on est parent d'enfants différents, c'est quelque chose qui est super difficile parce que je pense aussi, au corps enseignant où autant on peut tomber sur des enseignants qui sont très compréhensifs, qui sont ouverts, qui sont à l'écoute effectivement des spécificités des enfants, qui se rendent compte qu'il y en a de plus en plus d'ailleurs, hein, des enfants d'ailleurs qui sont pas encore diagnostiqués ou qui sont en cours de diagnostic. Et autant il y a des enseignants qui sont dans le déni total, mais vraiment déni total, qui veulent pas du tout faire d'efforts parce que peut-être que alors je veux pas mettre de jugement, mais c'est sûr que, alors il va y avoir effectivement peut-être la peur parce que, ben, qui dit enfant avec trouble du neurodéveloppement ou spécificité, ça veut dire devoir adapter son enseignement. Chose qui est pas forcément facile pour tout le monde parce qu'il n'y a pas forcément les formations qui sont là pour adapter l'enseignement. Mais il y a aussi le fait que ben, ça veut dire accepter qu'on a des enfants différents, accepter que bah, du coup, ce qu'on a fait avant n'est pas forcément adapté. Tous ne sont pas forcément prêts à à avoir cette acceptation-là, à devoir s'adapter, à comprendre aussi, et beaucoup ne sont pas formés du tout aussi. Moi, je me suis retrouvée à devoir expliquer à une maîtresse qui m'a dit: «Bah oui, bah votre enfant, ce serait peut-être bien qu'il commence à mettre sa veste tout seul parce que, là, je suis obligée de l'aider tout le temps». Sauf qu'en fait, ben, il avait de la dyspraxie, donc trouble de la motricité et forcément, ben, mettre, sa veste et surtout, enfiler la tirette, c'était quelque chose qui était compliqué, en fait. Pas de la mauvaise volonté, mais c'est juste que c'était difficile pour lui au niveau de ses compétences. Donc c'est vrai que quand on se retrouve face à un corps enseignant, qui est soit dans le déni, soit, sensible, mais pas formé, ou du coup, bah, qui est formé ou alors a vraiment, une réelle volonté, ça peut tout changer, en fait. Parce que, le jugement de l'enseignant va forcément aussi impacter, l'enfant et le parent. Parce que le parent, en fait, il se retrouve vraiment, il fait le tampon entre, les différents professionnels, c'est-à-dire, ben, l'éducatrice, de la crèche, ça veut dire, les maîtres et les maîtresses qui viennent dire: «Bah oui, faudrait peut-être faire ci, faudrait peut-être faire ça». OK. Ça veut dire faire le tampon avec, le médecin parce que oui, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça. Vous lui dites ça au médecin, le médecin lui dit: «Bah non, tout va bien, il prend son temps». OK, sauf que moi la maîtresse, elle me dit ça, ben qu'est-ce que je fais? En tant que parent, on fait le tampon au milieu de tout ça, on essaye de protéger notre enfant, on essaye d'aider notre enfant du mieux qu'on peut, mais on est tout seul, complètement seul, à naviguer, à essayer de composer, à essayer de chercher des solutions, mais c'est pas notre métier normalement. Sauf que, beh, du coup, ben, voilà, on est vraiment tout seul. Alors quand on est tout seul comme ça face à ces difficultés-là au quotidien, ben, c'est clair qu'on peut avoir une fatigue parentale qui peut s'installer, assez, rapidement. Ben, parce qu'effectivement, on est fatigué, parce qu'on doit composer au quotidien avec les difficultés de notre enfant, parce qu'on se prend les remarques, de l'école. On se prend déjà, les remarques, de la société de manière générale ou les jugements ou même les regards réprobateurs. On les sent, hein. Rien n'est dit, mais c'est très, très pesant. On les sent. Donc c'est sûr que, surtout s'il y a aussi l'entourage qui s'ajoute aussi, les amis, certains peut-être qui ne comprennent pas
que, ben, justement, pourquoi notre enfant réagit comme ça, pourquoi notre enfant, il peut être un petit peu, brusque, avec les autres enfants. Et ça peut être considéré, ben, parfois comme, justement un manque de politesse ou qu'il veut pas dire bonjour. Alors qu'en fait, ben, c'est pas du tout ça. Mais ça, si on n'a pas la lecture, la compréhension de ça, ben, on sait pas l'expliquer puisque, ben, comme dit, on n'est pas professionnel. Et j'ajoute aussi le fait que, ben, ça peut mettre aussi en péril au niveau du couple. Parce que déjà, avoir un enfant, à la base, ça peut un petit peu bousculer, le couple. Mais avoir un enfant différent, hors des cases comme ça peut carrément, percuter. Donc c'est clair que si, l'un des parents est un peu dans le déni des difficultés de son enfant et pas l'autre, on va se retrouver confronté à justement une différence entre, ben, quel est le modèle éducatif qu'on va faire? On peut aussi très vite partir dans la culpabilité parce qu'on se dit: «OK, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui a coincé au niveau de mon éducation qui fait que mon enfant, en fait, ben, il correspond pas du tout, au schéma, aux attentes que, un enfant doit correspondre au niveau de la société?» Et hem et du coup, ben, c'est clair que oui, la culpabilité, elle est là aussi et qu'on peut très vite la ressentir, que se dire: «Mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour en être là, quoi?» Alors comment j'ai réussi à faire pencher la balance? Déjà, j'ai commencé à en parler un petit peu aux différents professionnels que j'avais autour de moi, mais des amis, en fait, où je les questionnais. Et puis, une fois, une amie, m'a vue vraiment, au fond du trou un soir et on discutait. Je lui disais qu'on était de nouveau dans une période où c'était très difficile, où on avait beaucoup de crises émotionnelles à la maison, que c'était compliqué, que notre enfant, notre fils écoutait rien du tout et que moi j'en pouvais plus parce que j'avais l'impression de passer mon temps à devoir crier sur lui alors qu'en fait, ben, c'est mon enfant et j'ai pas envie qu'il me perçoive comme la personne qui crie tout le temps sur lui, quoi. C'était quelque chose qui était trop douloureux pour moi, je n'en pouvais plus. J'avais l'impression de me voir comme une mère, tyrannique, tout ce que je déteste, en fait. Et cette amie ostéopathe, du coup, qui m'a dit: «Mais tu allé voir au niveau des réflexes archaïques?» Et là, warning! Je me dis: «Mais wop, hop, hop, de quoi elle me parle?» Sachant que je viens quand même d'un cursus, paramédical, là, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que c'est?» Donc je suis quand même allée me renseigner et là, quand j'ai commencé à lire un petit peu et à trouver des renseignements sur ça, je me suis dit: «Mais oui, en fait, j'ai enfin des réponses à des choses que je percevais dans le développement de mon enfant qui me paraissaient pas normales, hein, mais des petites choses qui peuvent être parfois un peu insignifiantes, mais qui là avaient une réelle explication. Donc du coup, je suis allée, consulter, on a mis en place, un suivi et de là, ça a énormément, énormément, aidé notre fils, surtout pour l'aspect du quotidien. C'est-à-dire que, à la maison, il était vraiment très agité, il faisait tout le temps tomber ses couverts, il mangeait, de manière pas très propre, il utilisait souvent ses doigts alors que je lui disais de prendre ses couverts. Bref, c'était assez compliqué, il arrêtait pas de se lever, de s'asseoir, de bouger de sa chaise, de gigoter dans tous les sens, de bouger les jambes, de les balancer constamment. Et à partir du moment où on a mis en place, un suivi, là, ça a déjà changé les choses. On a déjà commencé à avoir un changement par rapport à ça. Mais c'est surtout que du coup, moi, je me suis formée aussi sur les troubles du neurodéveloppement et j'ai vu aussi effectivement des choses. Donc on a commencé à les consulter. Donc effectivement, on a vu d'abord de la dyspraxie et dysphasie, donc troubles du langage et de la motricité. Donc c'est sûr que forcément, pour enfiler la veste, c'était un peu compliqué. Et ensuite, nous avons eu, le diagnostic du TDAH, puis le diagnostic du trouble du spectre autistique. Donc effectivement, on a un joli combo. Forcément, le diagnostic de départ, on l'a eu vers 3-4 ans pour au final arriver à 8 ans
sur le spectre autistique. Donc on peut voir déjà l'échelle de temps qui est énorme entre le début et la fin de l'ensemble du diagnostic. Mais j'ai envie de dire, oui, c'est long. Oui, c'est un cheminement. Oui, parfois, il y a de la frustration de se dire, punaise, l'avenir de mon enfant ne dépend que des délais de rendez-vous chez les professionnels. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus énervant, de plus déchirant, en fait, pour un parent que de se dire, en fait, que l'avenir de mon enfant tient par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment, je crois, le point le plus difficile. Surtout quand on essaye de mettre en place des choses à la maison. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est douloureux, mais de toute façon sur lesquels on n'a aucun pouvoir, en fait. Donc autant essayer d'agir à la maison, de faire ce qui est possible de faire. Donc c'est ce que je vois le plus souvent aussi dans les suivis que je fais. Alors le fait d'avoir eu les diagnostics, non, ça ne pose pas une étiquette, hein, même si j'en avais peur au début. Mais au final, j'ai trouvé que déjà, ça apportait une clé de compréhension sur mon enfant. Ok, mon enfant, il est différent parce qu'il a de la dyspraxie, de la dysphasie, du TDA. Ce qui fait que du coup, quand par exemple pour l'école, on devait expliquer à chaque début d'année, on devait expliquer le fait que notre enfant était différent, on pouvait justement argumenter en disant, bah oui, voilà, en fait, c'est marqué là, il a ça. Voilà. Chose que tant qu'on n'a pas de diagnostic, en fait, on peut que partir sur des ressentis ou expliquer des faits qu'on voit, mais du coup, on est toujours obligé d'être dans la justification, dans l'explication. Tandis que là, vous dites, bah voilà, en fait, il a ça. Voilà. Et tout est expliqué, en fait, tout est résumé. Et je trouve que ça, en fait, ça a été vraiment une aide assez importante. Et c'est pour ça que du coup, dans les suivis, dans les prises en charge qui sont faits, je trouve que c'est primordial, quand on a un diagnostic, d'expliquer en fait en quoi consiste le trouble et de dire quel est l'impact qu'il va avoir sur votre quotidien, sur le quotidien de tout le monde, hein, mais aussi de donner des clés, en fait. De dire, bah voilà, en fait, si tu as ça à la maison, bah voilà qu'est-ce que tu peux faire. Si effectivement ton enfant il a un problème de concentration, voilà ce que tu peux faire. Si ton enfant il a un problème d'autonomie, voilà ce que tu peux faire. Adapter par exemple par rapport à son trouble. Mais tout est possible, en fait, et il y a plein d'outils, plein d'éléments. Mais tout ça, en fait, si on vous le dit pas, bah vous pouvez pas le savoir, en fait. Personne ne le sait. C'est pour ça que du coup, moi, ça me semble primordial dans les accompagnements que je fais maintenant. Oui, on va travailler parfois sur les troubles, mais je vais aussi l'importance de la guidance parentale, c'est ça. C'est d'expliquer, ben voilà, en fait, le trouble de votre enfant, c'est ça. Du coup, ça va se traduire au quotidien par ça, ça, ça. Et voilà quels sont les outils que vous pouvez mettre en place. Et ça me paraît essentiel. Et c'est du coup exactement pour ça que j'ai créé Wonder Parent, parce que dans Wonder Parent, eh bien, je t'explique effectivement comment tu peux agir au quotidien avec ton enfant sur les différentes problématiques que tu peux rencontrer. Parce que tout ça, c'est des choses par lesquelles je suis passée, c'est des choses que j'ai traversées, mais c'est des choses que j'ai testées aussi à la maison. Donc je sais qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Alors, c'est sûr, évidemment, ton enfant ne va pas être comme mon enfant, ça c'est certain. Mais il y a des choses que j'ai testées qui ont peut-être pas forcément marché avec mon enfant, mais qui vont peut-être marcher avec ton enfant. Et ça, pour le savoir, en fait, il faut simplement essayer. Mais si on te donne pas déjà à la base ces outils-là à tester, tu sais pas en fait que ça existe. Et tu sais pas forcément comment mettre en place. Donc c'est pour ça que Wonder Parent est là, est né en fait, grâce, j'ai envie de dire en quelque sorte, par cette histoire-là, pour pouvoir justement transmettre
ce que j'ai appris pour pouvoir aider en fait les autres parents comme nous, ça nous a aidés tout simplement. Et surtout, ben, de se dire que il faut pas rester tout seul. Oui, on va s'occuper de ton enfant, mais oui, il faut s'occuper de toi aussi parce que toi, t'es pas seul en fait. Il faut pas que tu restes seul. Il faut justement que tu te fasses aider, que tu te retrouves avec d'autres parents qui vivent les mêmes choses que toi. Alors oui, peut-être de façon différente, évidemment, hein, dans des schémas différents. Mais en fait, il y a tellement de parents qui se retrouvent tout seuls à vivre ça que non, en fait, ne reste pas seul. S'il te plaît, ne reste pas seul. Il faut vraiment s'ouvrir aux autres pour en parler et se soutenir. Et c'est vraiment ça, en fait, le cœur de Wonder Parents. C'est une communauté où on peut vraiment se soutenir, se faire accompagner et s'aider, en fait. Alors, si tu es curieux et que tu veux aller voir justement à quoi ça ressemble Wonder Parent, tu as le lien en fait qui est juste en dessous de cette vidéo où tu peux aller voir justement les deux accompagnements Wonder Parent, la team qui est un accompagnement collectif et le Wonder Parent solo où là c'est de l'accompagnement individuel vraiment orienté sur ta problématique. Ces deux accompagnements en fait sont la combinaison des accompagnements que moi j'aurais voulu avoir et qui m'auraient vraiment donné des clés de compréhension beaucoup plus tôt, de manière plus vite, plus rapide et vraiment plus concrète sur comment je peux aider mon enfant au quotidien et comment je peux récupérer une harmonie dans ma famille. Alors si tu écoutes cet épisode et que tu es jusque-là, c'est que tu t'es peut-être reconnu un petit peu dans mon histoire. Alors j'aimerais que tu retiennes en fait une chose. Non, tu n'es pas incompétente. En fait, être parent d'un enfant hors des cases, c'est vraiment difficile au quotidien. Je le sais parce que je passe aussi par là. Mais en fait, je veux que tu comprennes que tant que tu n'as pas les clés de compréhension de comment fonctionne ton enfant, tu ne peux pas avancer sereinement dans ta parentalité. Ni lui, ni toi. Parce qu'en fait, ben, dans ton quotidien, en fait, tu apprends à gérer quelque chose de intense, quelque chose dont tu n'as pas les codes et dont personne ne te donne le mode d'emploi. Alors rien que pour ça, moi je voulais déjà te féliciter. Bravo, bravo déjà de faire ce que tu fais pour ton enfant tous les jours, de le faire avec cœur, du meilleur que tu peux, et même si c'est imparfait. Mais surtout, laisse-moi te dire que tu n'es pas seule. Alors laisse-moi te dire aussi merci. Merci d'être là, d'avoir écouté ce premier épisode de podcast qui est quelque chose de nouveau pour moi et dont je vais recommencer. Donc on se dit à très vite dans le prochain épisode. Allez, bye bye Wonder Parent.